Bonjour à toutes et tous, étant en formation cet après-midi, le cours de ce jour, donc le 16 octobre 2020, est assuré via cette capsule vidéo. Vous avez aussi le document qui est actuellement projeté que vous avez sur le NT et sur Pronote. Donc le cours sera en deux parties. Une première partie consacrée à la correction du devoir de la semaine dernière et une seconde partie consacrée au début du chapitre 2 sur le son. Donc ce chapitre 2 nous l'avons déjà entamé par la correction d'une activité et puis par un TP où on a mesuré la vitesse du son et donc on va commencer la trace écrite du cours sur cette partie. Alors le devoir démarrait par les données, donc toutes les données étaient rassemblées en début de devoir avec charge élémentaire, masse du nucléon, et puis la classification périodique qui recensait les éléments, leurs symboles et leurs numéros atomiques. Premier exercice du cours, rien que du cours. Donc des définitions, Z, le numéro atomique, le nombre de protons, A, le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons du noyau, et à partir de là, on complétait le tableau, un tableau très similaire à celui qu'on avait rempli lors du TP1. Le nombre de protons est lu en bas à gauche du symbole de l'élément, donc 6 protons dans le cas du carbone ici, 14 nucléons donc pour la deuxième colonne, le nombre de neutrons se déduit de ces deux valeurs. Le nombre de neutrons, c'est le nombre de nucléons moins le nombre de protons, puisque le nombre de nucléons, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc 14 moins 6 nous donne le nombre de neutrons. Un atome étant électriquement neutre, on a autant de protons que d'électrons. 6 protons, donc 6 électrons. La charge du noyau, elle est due aux protons qu'on a dans notre noyau, les neutrons n'étant pas chargés. Donc un noyau est constitué par 6 protons ici, dans le cas du carbone. Donc comme un proton a une charge plus E, 6 protons, ça fera une charge plus 6E. La charge du nuage électronique, comme cet atome est constitué par 6 électrons, chaque électron a une charge moins E, 6 électrons, une charge de moins 6E. La charge totale, c'est la charge du noyau plus la charge du nuage électronique, plus 6E moins 6E, ça nous fait une charge totale de 0, ce qui est logique puisque un atome est électriquement neutre. Deuxième ligne, c'est un ion, donc la charge totale ne sera plus nulle, puisque c'est une espèce qui est chargée. Le nombre de protons ne change pas, quand on passe d'un atome à un ion, seul change le nombre d'électrons, le noyau reste inchangé, donc on a 12 protons, 25 nucléons, 25 moins 12, 13 neutrons. Par contre, nous n'avons pas 12 électrons, puisque quand il s'est transformé en ion Mg2+, l'atome de magnésium a perdu 2 électrons. Il n'a donc plus 12 électrons, mais il en a 10. La charge du noyau, c'est plus 12E du fait des 12 protons du noyau. La charge du nuage électronique, c'est moins 10E du fait des 10 électrons du nuage électronique. Plus 12E, moins 10E, on se retrouve avec une charge totale de plus 2E, ce qui est indiqué par le 2+, ici de l'ion Mg2+. L'atome de soufre a 16 protons, il a 32 nucléons. Le nombre de neutrons, c'est 32 moins 16, 16 neutrons. Nombre d'électrons, 16 électrons, puisque l'atome est électriquement neutre, il a autant de protons que d'électrons. Charge du noyau, plus 16E. Charge du nuage électronique, moins 16E. Charge totale, nulle. L'ion sulfure qui est formé à partir de l'atome de soufre ci-dessus, donc celui-ci, ce qui fait qu'on a toujours 16 protons, 32 nucléons et 16 neutrons. Le noyau ne change pas quand on passe d'un atome à un ion. Alors on voit que la charge totale elle est de moins 2E, ce qui signifie que quand cet atome s'est transformé en ion, il a gagné 2 électrons. Il n'a donc plus 16 électrons comme précédemment, mais 18, 16 plus 2, 18. La charge du noyau plus 16E, la charge du nuage électronique moins 18E, et donc le symbole ce sera 3216S 2-, comme on peut le voir dans le corrigé qui est juste en dessous, donc sur le document PDF que vous avez sur Pronote et sur le NT. Alors, on vous parlait du magnésium, on vous parlait également du chlorure de magnésium, et donc, qui était nécessaire, en tout cas qui faisait partie des oligo-éléments essentiels. Donc le texte fait référence à deux éléments, magnésium et chlore. Qu'est-ce qui caractérise un élément chimique? Eh bien, c'est son numéro atomique, c'est-à-dire son nombre de protons du noyau. L'atome de magnésium possède 24 nucléons. Donner la représentation symbolique du noyau de magnésium. Donc pour la représentation symbolique du noyau, 3 informations à fournir. Le symbole de l'élément, Mg, le nombre de nucléons, 24, qu'on écrit en haut à gauche,
et le numéro atomique qu'on écrit en bas à gauche. Le numéro atomique du magnésium se retrouve dans la classification périodique, Z égale 12, on voit ici, donc 12 en bas à gauche. La masse d'un atome de magnésium correspond à la masse de son noyau. On néglige la masse des électrons parce que la masse d'un électron est 2000 fois plus petite que celle d'un nucléon. Donc c'est 24, le nombre de nucléons, multiplié par la masse d'un nucléon. La masse d'un nucléon n'était pas à connaître, elle était fournie ici dans les données. Masse d'un nucléon 1,67 10-27 kg. Donc 24 fois 1,67 10-27 kg nous donnait la masse d'un atome de magnésium. Le nombre de magnésium que l'on doit consommer en moyenne par jour, eh bien, on avait la masse de tous les atomes de magnésium à consommer, 400 mg. On avait déterminé la masse d'un atome de magnésium. Donc pour avoir le nombre d'atomes de magnésium, on prenait la masse de tous les atomes de magnésium, 400 mg, et on divisait par la masse d'un seul atome de magnésium. On avait ainsi le nombre d'atomes de magnésium à consommer. Alors attention ici, il était nécessaire d'exprimer ces deux masses dans la même unité. Donc dans le corrigé que je vous montre tout de suite, le choix que j'ai fait, c'est de tout mettre en grammes. 400 mg, c'est 410-3 grammes. 4,1 10-26 kg, c'est 4,1 10-26 fois 10 puissance 3 grammes. Et donc on avait 410-3 divisé par 4,1 10-3, ce qui nous donnait 9,8 10 puissance 21 atomes. Donc 9800 milliards, 2 milliards d'atomes, un nombre colossal. Donc l'atome de chlore, le symbole de son noyau est fourni ici. Il fallait donner sa configuration électronique. On voit qu'on a 17 protons dans le noyau. Comme on a affaire à un atome, donc par définition il est électriquement neutre, on a 17 protons, on aura donc 17 électrons. 17 électrons à répartir dans les différentes sous-couches électroniques. On commence par la sous-couche 1s, 2 électrons, donc 1s2, 2s2, 2p6, on en a déjà mis 10, 3s2 et 3p5. Ce sera notre configuration électronique. Ensuite, on vous disait qu'une espèce chimique contenue dans les produits laitiers est indispensable à la constitution de nos os. La charge du cortège ou nuage électronique est égale à moins 2,9 10-18 coulombs. Pour former cet ion, l'atome perd 2 électrons afin de former un ion stable. Première question, on vous demandait de déterminer le nombre d'électrons de cet ion. Alors, on a la charge de tous les électrons qui fait moins 2,9 fois 10 puissance moins 18 coulombs. On connaît la charge d'un électron qui était fournie dans les données. C'est moins 1, E, donc moins 1,60 10-19 coulombs. Donc on prend la charge de tous les électrons et on divise par la charge d'un seul électron. Donc moins 2,9 10-18 coulombs divisé par moins 1,6 10-19 coulombs. Et on trouve 18 électrons pour cet ion. Ensuite, on vous demandait de trouver le nom de cet élément. Alors, on sait que cet ion qui a 18 électrons a été formé à partir d'un atome qui a perdu 2 électrons. Donc ça signifie que l'atome au départ, il avait 2 électrons supplémentaires. Il n'en avait donc pas 18, mais 20. Comme il avait 20 électrons et que c'est un atome, il avait aussi 20 protons. Son numéro atomique était donc 20, Z égale 20. Alors, on regarde ici le symbole de l'élément qui a 20 protons, Z égale 20, donc c'est le calcium. Bon, on pouvait s'en douter parce que on sait bien que pour avoir des os solides, il faut consommer du calcium. Voilà. Mais bon, cette justification a été malheureusement pas considérée comme suffisante. Là, le calcul tel que je viens de vous l'expliquer et puis tel qu'il apparaît dans le corrigé était attendu. Alors, grand 3, éléments salés essentiels au milieu extracellulaire, l'élément sodium, dont le symbole du noyau était fourni là, se trouve sous forme ionique dans le sel de cuisine. En cas d'excès, il peut être facteur d'hypertension. Première question, la composition du noyau de l'élément sodium. Donc on voit ici qu'on a 11 protons, 23 nucléons et 23 moins 11, 12 neutrons. La charge électronique de ce noyau est due au proton, plus 11 E, donc plus 11 fois 1,6 10-19 coulombs. Il suffit de faire l'application numérique, le résultat est en coulombs. La configuration électronique de l'atome de sodium, il a 11 protons, il a donc 11 électrons. On les répartit dans les sous-couches électroniques, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Pourquoi peut-on dire que la masse d'un atome est presque égale à celle de son noyau? Eh bien parce qu'on néglige la masse des électrons, puisque la masse d'un électron est 2000 fois plus faible que celle d'un nucléon. On calcule la masse de l'atome de sodium en faisant le nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon, 23 fois
1,67 10-27 kg. Je rappelle que cette masse du nucléon est toujours fournie, elle n'est pas à connaître. Et on fait l'application numérique. Dans le sel de cuisine, un ion sodium est associé à un ion chlorure. La formation de l'ion chlorure résulte du gain d'un électron par l'atome de chlore. Donnez la formule et la composition de l'ion chlorure. Alors, l'atome de chlore, il a 17 protons, il a 18 neutrons, 35 moins 17, et 35 nucléons, et donc 17 électrons, puisque l'atome est électriquement neutre. L'ion chlorure c'est un atome de chlore qui a gagné un électron, il n'a donc plus 17 électrons, il en a 18. Symbole d'un noyau isotope du chlore, eh bien deux noyaux sont isotopes s'ils ont le même nombre de protons mais pas le même nombre de nucléons. Donc on garde 17 en nombre de protons évidemment, puisque c'est toujours l'élément chlore. Hein. Ce qui caractérise un élément, c'est son numéro atomique, mais par contre on prend un nombre de neutrons différents, donc plus 18, comme ici avec le chlore 35. On pouvait prendre par exemple le chlore 36 avec 19 neutrons, ou le chlore 37 avec 20 neutrons. C'est ce qui était donné en proposition dans la correction. Mais toutes les valeurs qui étaient cohérentes avec le fait qu'on avait le symbole du chlore, 17 protons, et un nombre de nucléons différents de 35 étaient acceptées. Alors, le début de ce chapitre sur le son, donc on a déjà fait un TP avec la mesure de la vitesse du son, à partir de microphones et à partir d'une application et de téléphone portable, donc TP de mercredi. On avait aussi fait une activité qui décrivait la propagation du son sous forme d'une onde sonore. Alors je vous remontre ici une petite animation qui montre qu'en fait le son, eh bien, ça correspond à la propagation d'une perturbation. Ici on voit une compression, dilatation de l'air qui se propage comme ça dans le milieu. Et donc c'est une onde, hein, c'est la propagation d'une perturbation sans transport de matière mais avec transport d'énergie. Et cette onde, elle a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Pour les fans de films de science-fiction, hein, le slogan d'Alien, c'était « Dans l'espace, personne ne vous entendra crier ». Et c'est assez juste, puisque dans l'espace, c'est du vide, et donc le son ne se propage pas, et donc le cri étant un son, le cri ne se propage pas dans l'espace. Donc là, on voit ici la schématisation des molécules constituant l'air qui sont comprimées, détendues, et c'est cette suite de compression, dilatation qui se propage jusqu'au tympan, qui est une fine membrane dans l'oreille, et qui elle-même va être mise en vibration du fait de ces vibrations de l'air, et qui va la transmettre jusqu'à la cochlée qui contient nos cellules ciliées, qui sont des cils très fins qui vont capter ces suites de compression-dilatation et qui vont transmettre l'information au cerveau et qui vont nous permettre d'entendre. Alors, donc quand on a un objet qui est mis en vibration, il émet un signal sonore. On verra lors du TP de la rentrée que pour que ce signal soit audible, il doit être amplifié. On va voir qu'un diapason, par exemple, quand on le tape, notre diapason c'est un petit outil qui permet aux musiciens de s'accorder. Quand on le tape sur du bois par exemple, il va vibrer, mais émettre un son très faible. Si on le met sur sa caisse de résonance, par contre, son son sera beaucoup plus marqué. Alors ici, ce que je vous montre, c'est une corde de violon qui est mise en mouvement par un archet. Alors pour l'instant, vous la voyez pas beaucoup bouger, pour autant l'archet va pas tarder commence déjà à bouger. On voit la corde commencer à vibrer, et donc la caisse de résonance qui est constituée par le corps de l'instrument va permettre de produire un son. Donc en fait, ce qui crée le son, c'est la vibration ici de la corde, et ce qui l'amplifie, eh bien c'est la caisse de résonance qui est le corps de l'instrument. Donc là, vous voyez cette corde qui vibre, qui crée un son, et le corps de l'instrument l'amplifie. Donc les vibrations qui sont provoquées par un haut-parleur, par exemple, sont transmises à l'air environnant. Les molécules constituant l'air vibrent et transmettent ce mouvement de proche en proche aux molécules voisines. Et pour se propager, donc un signal sonore a besoin d'un milieu matériel. Il ne se propage pas dans le vide, hein, on l'a dit. Et donc le milieu matériel transmet une vibration qui se propage de proche en proche. Donc le milieu matériel, ça peut être un gaz comme l'air. Ça peut être un liquide ou un solide. Hein. Les Dalton, avant d'attaquer un train, ils collent leur oreille au rail. Pourquoi ? Parce que le son se propage beaucoup plus vite dans un rail, à peu près 5000 mètres par seconde, que dans l'air. Hein. On a vu lors du TP de mercredi que le son se propage dans l'air à peu près à 340 mètres par seconde. Donc valeur à retenir.
Et dans les métaux, c'est à peu près 5000 mètres par seconde. Dans les liquides, c'est à peu près 1500 mètres par seconde. Bon, ça, ces autres valeurs sont pas à connaître. Vous retenez la valeur de propagation du son dans l'air, environ 340 mètres par seconde. Alors, petite illustration ici du fait que la vitesse du son, elle est finie, elle n'est pas infinie. On va le voir juste dans cette petite... Alors non, oui, ici, excusez-moi, là, ça va illustrer le fait que le son a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Donc l'expérience, je vous la décris rapidement, et puis ensuite on va faire passer la petite vidéo. Donc vous avez une cloche à vide, c'est une cloche dans laquelle on peut aspirer l'air pour créer un vide. Pour l'instant, le vide n'a pas été fait. On va appeler ce téléphone, et donc l'onde électromagnétique va se propager jusqu'au téléphone, et puis on va entendre la sonnerie. Ensuite, le moteur va être mis en marche, il va aspirer l'air qui se trouve dans la cloche. Et l'air étant aspiré, eh bien, on va rappeler le téléphone. L'onde électromagnétique va se transmettre puisque le téléphone va recevoir l'appel, mais on ne va pas entendre la sonnerie. Donc là, je vous demande de dresser l'oreille, puisque bon, mon micro n'est pas forcément de top qualité, donc, et mes haut-parleurs non plus. Donc j'espère que vous entendrez bien la différence. Donc le deuxième appel, vous l'avez remarqué, était... on distinguait un tout petit peu la sonnerie, mais c'était très faible. On n'avait pas un vide total. Si on avait eu un vide total, on n'aurait pas entendu cette sonnerie. Alors là, cette vidéo permet d'illustrer le fait que la vitesse du son n'est pas infinie. On peut même essayer de la calculer grâce à cette vidéo. Essayez de le faire. Vous me direz combien vous aurez trouvé. Vous avez toutes les informations normalement dans la vidéo pour calculer la vitesse du son. Alors là, on voit qu'on a 480 images par seconde et qu'on a 109 images entre le premier et le dernier. Donc, et qu'on avait 80 mètres entre la première personne et la dernière. Alors là, en fait, dernière vidéo, aussi un petit énigme là. Il va falloir que vous me trouviez la distance entre le volcan et les spectateurs. Pareil, alors je vous donne juste la vitesse du son dans l'air, 340 mètres par seconde. Et normalement, vous avez toutes les infos pour essayer de trouver la distance entre ce volcan et les personnes sur un bateau qui filment cette explosion du volcan. Donc je vous laisse regarder, c'est pas très long. Avec les données de VLC là ici de temps, vous devez pouvoir, en regardant peut-être 2-3 fois cette petite vidéo, en déduire la distance entre le volcan et les spectateurs. Donc soyez bien attentifs. Alors là, vous avez l'explosion. Et là, vous avez eu le son de l'explosion. Et alors, dernier point du cours pour aujourd'hui. Bon, c'est un petit rappel des choses que vous avez déjà vues au collège. Sur le son est un phénomène périodique, ça vous ne saviez pas forcément, mais c'est sur la différence entre... c'est sur la notion de période et de fréquence. Donc comme le son est un phénomène périodique, il se répète identiquement à lui-même à intervalles de temps réguliers. Vous devez être capable de déterminer la période sur un signal, c'est-à-dire la plus petite durée
au bout de laquelle le signal se reproduit identiquement à lui-même. Donc là, vous devez être capable de le repérer sur un schéma, comme ça, en déduire cette durée. Alors pour être plus précis, c'est bien de prendre plusieurs périodes et de diviser par le nombre de périodes. On a comme ça une moyenne et une incertitude plus faible. Et à partir de la période que vous déterminez, qui s'exprime en secondes, eh bien vous calculez la fréquence, qui elle s'exprime en hertz. F égale 1 sur T. Donc période en secondes et fréquence en hertz. Donc cette relation, elle sera à connaître. On la mettra en pratique lors du TP de la rentrée. Voilà, donc sur Pronote, vous aurez aussi les exercices à faire pour la semaine de la rentrée. Je vous souhaite de bonnes vacances et donc à bientôt